Sous le soleil brûlant, parmi les dunes de sable, quelque part dans le désert du Sahara, tu marches à la recherche d'un trésor ancien. Finalement, tu trouves un étrange rocher dans le sable. Il est grand, ressemble à un gros morceau de charbon ou de roche noire, mais quelque chose de brillant à sa surface rend la roche inhabituelle. Cette trouvaille unique est la chose la plus ancienne qui ait jamais été découverte sur notre planète. Cette roche est née bien avant que la Terre n'apparaisse dans l'espace. La météorite inhabituelle a été trouvée en 2020 dans une zone reculée du désert du Sahara. Les scientifiques ont analysé les isotopes de magnésium et d'aluminium à la surface de la pierre et ont découvert que son âge est d'environ 4,5 milliards d'années. Pour l'instant, il s'agit du plus ancien échantillon de magma provenant de l'espace de l'histoire. Il appartient à une petite protoplanète qui n'a pas eu le temps de se former complètement. Cela s'est passé il y a très longtemps, lorsque notre système solaire se formait. De nombreux astéroïdes gigantesques flottaient alors dans l'espace. Certains d'entre eux se sont transformés en énormes corps célestes qui sont ensuite devenus des planètes. Les grosses planètes rocheuses ont absorbé les plus petites. La roche faisait partie d'une petite protoplanète qui venait de commencer sa formation. Mais un autre astéroïde monstrueux l'a détruite. La planète s'est brisée en milliards de morceaux. Certains d'entre eux sont devenus des parties d'autres planètes. D'autres se sont envolés en dehors du système solaire. Et un morceau a erré dans l'espace jusqu'à la formation de notre Terre. Après cela, il a heurté l'atmosphère de la planète et est tombé dans le territoire aujourd'hui connu sous le nom de désert du Sahara. La roche a été découverte en 2020, mais l'érosion des roches extraterrestres montre qu'elle aurait pu tomber bien plus tôt. Cette chose ancienne pesant environ 30 kg a plusieurs morceaux de différentes météorites à l'intérieur. En termes simples, c'est une roche volcanique composée de lave. Elle a refroidi, s'est solidifiée et s'est cristallisée. C'est pourquoi on peut y remarquer la présence de paillettes. Les scientifiques espèrent qu'une étude plus poussée de la roche permettra d'en apprendre davantage sur la fondation de notre système solaire. Le plus gros astéroïde découvert aux États-Unis est Willamette. Sa taille est de 7,8 mètres carrés et son poids est de plus de 15 tonnes, soit la moitié du poids d'un bus. Plusieurs personnes peuvent tenir sur l'espace de cet objet de l'espace. Mais le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une roche comme la plupart des météorites qui ont été trouvées. Willamette est composé de nickel et de fer. Ce morceau de métal massif a été découvert en 1906. Aujourd'hui, l'énorme roche est conservée au musée américain d'histoire naturelle. La plus grande météorite jamais trouvée s'appelle Oba. Elle est située en Namibie et n'a jamais été déplacée car elle est trop lourde. Le poids de Oba est de 60 tonnes, soit plus qu'un tank. Un événement spatial s'est produit le 28 février dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ce jour-là, un énorme flash a illuminé le ciel. Puis, il y a eu un grand fracas. Plusieurs habitants ont ouvert la porte de leur maison et ont remarqué une tache noire de suie sur la pelouse. Ils ont immédiatement deviné ce qui s'était passé et ont signalé la trouvaille au réseau britannique d'observation des météorites. Si jamais tu trouves une météorite, signale-la le plus vite possible à un centre de recherche géologique ou spatial. Plus une roche spatiale reste longtemps sur le sol, plus elle perd rapidement de sa valeur. La pluie, la poussière, la neige, le vent, le soleil, tous ces facteurs endommagent la surface de la météorite, ce qui rend ensuite difficile l'étude de l'objet céleste. La météorite trouvée en Angleterre ressemble à du charbon, mais elle est beaucoup plus tendre et plus fragile. Elle contenait très probablement de l'eau gelée. La roche fait partie d'un énorme astéroïde qui a traversé l'espace lorsque notre système solaire n'était pas encore complètement formé. On a trouvé une combinaison unique de minéraux à l'intérieur de la roche, qui pourrait aider les scientifiques à en savoir plus sur les origines du système solaire et de la vie sur Terre. Rendons-nous maintenant en Allemagne, dans la petite ville de Nordlingen. Une énorme météorite ancienne est cachée ici. Il est très difficile de la remarquer, à moins de connaître le secret de cette ville. Tu te promènes dans ces jolies petites rues et tu admires les bâtiments à l'architecture magnifique. Tu y passes toute la journée et tu ne vois rien qui te fasse penser à une météorite. Pour résoudre ce mystère, tu dois quitter la ville. Tu montes alors sur une haute colline et tu vois que la ville est située dans une cuvette. Pendant longtemps, les habitants étaient persuadés que la ville était située dans le cratère d'un volcan éteint. Si tu regardes les maisons sous un certain angle, tu remarqueras peut-être un éclat inhabituel qui en émane. Au milieu du XXe siècle, un groupe de géologues est venu ici et a immédiatement déclaré que le cratère ne ressemblait pas à celui d'un volcan. Non, la ville a en fait été construite sur un énorme cratère laissé par une météorite. Le gigantesque corps céleste est tombé ici il y a environ 15 millions d'années.
Il était si chaud que les bulles de carbone à l'intérieur se sont instantanément transformées en petits diamants. Lorsque les gens ont construit la ville, ils ne savaient pas qu'ils utilisaient des pierres précieuses, car les diamants étaient à peine visibles. Les habitants n'ont jamais attaché d'importance au fait que les murs de la ville brillaient de façon inhabituelle au soleil. Aujourd'hui, ils pensent que cet endroit a été construit à partir de diamants tombés du ciel. Notre prochain arrêt est à nouveau au Royaume-Uni. Cette fois, les rochers sont d'origine terrestre. Le célèbre site de Stonehenge. Les gens ont placé ici des cercles de pierre dans un certain ordre. Tout le monde connaît ce monument archéologique, mais personne ne sait avec certitude la raison de sa création. Une autre construction, construite à partir de roches mystérieuses, a été découverte à seulement 3 km de là. On l'a baptisé Superhenge. Il est plus grand, plus lourd et prend plus de place. Chaque plaque ici mesure 4,50 m, ce qui correspond à la hauteur de 2 étages. Autrefois, les pierres se tenaient verticalement et formaient un énorme demi-cercle. Mais quelqu'un a renversé les pierres il y a environ 4500 ans, si bien qu'on n'a pas pu les détecter pendant longtemps. Les scientifiques ne peuvent toujours pas résoudre le mystère de Superhenge, mais ils pensent que les pierres verticales faisaient partie d'un énorme monument. D'autres rochers étonnants se trouvent dans le sud du Costa Rica. Il y en a des grosses, de la taille d'un humain, et d'autres plus petites, de la taille d'une boule de bowling. Et elles ont toutes une forme parfaitement ronde. Ces sphères rocheuses géantes ont été créées par des humains. Il a fallu des années de polissage à l'aide d'outils en pierre pour obtenir cette forme ronde parfaite. Ces boules sont incroyablement lourdes, mais peuvent facilement rouler comme un ballon de basket. Toutes les roches sont d'un âge différent. Certaines d'entre elles ont été créées il y a environ 2500 ans. La plupart d'entre elles sont faites de magma volcanique fondu. À ce jour, les scientifiques ne savent pas dans quel but ces pierres étaient utilisées. Elles ont été trouvées dans différentes parties du Costa Rica, près des grandes villes. Il est possible que les anciennes civilisations les aient installées spécifiquement pour montrer la grandeur des rois locaux. De plus, de nombreux experts pensent que les pierres ont été utilisées comme outils pour étudier l'astronomie. Les personnes qui connaissaient l'utilité des roches ont disparu et l'histoire des pierres s'est perdue avec elles. Terminons notre voyage avec la découverte archéologique la plus étonnante de toutes. Tu te promènes dans le désert péruvien et tu grimpes sur une petite colline. Tu regardes en bas et tu remarques que la surface de la colline est couverte de lignes étranges. Tu t'éloignes et tu vois un énorme chat sur la colline. Un tel dessin s'appelle un géoglyphe. Sa longueur est d'environ 35 mètres, ce qui correspond à la moitié de la taille d'un avion de ligne Boeing. Les archéologues ont découvert le chat géant en 2020 et ont découvert qu'il avait été créé quelque part entre 200 et 100 avant notre ère. Ce dessin énorme fait partie d'un groupe mystérieux de différentes images. En plus du chat, il y a d'autres animaux, des plantes et des personnages fantastiques. Tous ont été trouvés dans le désert péruvien. Le chat a été trouvé par hasard. Les archéologues ne l'ont pas vu au début car l'érosion naturelle sur le flanc de la colline a presque effacé la silhouette. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max. Chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez. Car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières. Et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara ? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée. Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies,
car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon.
On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversé. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Tu as prévu de passer tes vacances d'été en Afrique. Ta destination finale sera le désert du Sahara. Il est situé dans le nord du continent et s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Tu es impatient de monter à dos de chameau et de découvrir les très riches cultures de la région. Après un long voyage en avion, te voilà enfin arrivé. Tu es dans le plus grand désert chaud du monde. Savais-tu qu'il fait 9,2 millions de kilomètres carrés? Après avoir bu des litres d'eau glacée, tu es enfin prêt pour ta première aventure. Ton guide te propose de choisir. Tu peux choisir 2 semaines à visiter différentes oasis ou tu peux aider les locaux à résoudre un mystère persistant. Au plus profond du désert, non loin de la ville de Fogaret-Ezwa, quelque chose de très étrange t'attend. Un ensemble d'immenses cercles sont dessinés dans le sable. Il y en a des dizaines et ils s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. On les a découverts grâce aux images de Google Earth il y a plusieurs années de cela. Et depuis lors, ils font l'objet de débats sans que personne ne parvienne à percer leur mystère. Le plus curieux, c'est qu'ils se trouvent à des kilomètres de toute activité humaine, loin des villes et des routes. Le moyen le plus rapide d'en savoir plus sur cet étrange phénomène est de poser des questions. Alors tu prends ton carnet et tu pars interroger les gens du coin. N'importe qui peut être utile. Les géographes comme les anthropologues, les doyens des villages, les historiens. La première personne à qui tu parles est un cartographe. Tu dois savoir si ces cercles sont authentiques ou ne sont qu'une erreur d'imagerie satellite. T'adresser à ceux qui travaillent pour Google Earth est donc une bonne idée. Et tu apprends que les cercles sont bien réels. On peut les voir sur des photos prises à différentes époques. Ensuite, il te faut comprendre pourquoi ils sont là. Au bout de 2 jours d'interview, tu as une première piste. Ces cercles pourraient être le résultat de l'activité pétrolière. Selon les experts, cette hypothèse est tout à fait plausible. L'Algérie est riche en ressources naturelles. Tu te dis donc que c'est possible. En général, lorsque les compagnies souhaitent savoir si le sol vaut la peine d'être creusé, elles font d'abord appel à des sismologues. L'analyse sismique d'une région consiste, entre autres, à propager les ondes dans le sol. Selon les résultats obtenus, on peut savoir ce qui se trouve sur la surface. Il est donc possible que ces marques aient été causées par des appareils modernes. Avons-nous là une réponse à notre mystère? Pas tout à fait. Comme tu le sais, le désert du Sahara est l'une des zones les plus sèches de la planète. Les températures moyennes en été y dépassent les 40 degrés Celsius. Pour survivre, les habitants doivent par conséquent avoir accès à de l'eau. Ces cercles pourraient donc tout aussi bien être ce qu'ils restent depuis très anciens.
Encore une fois, je dirais que c'est assez plausible. Et si on vérifiait tout ça? Certains anthropologues ont convenu que ces cercles pourraient être d'anciennes fogaras. La fogara d'Afrique du Nord est une méthode de captation d'eau vieille de 2500 ans. C'est un type de kana, une galerie souterraine spécifique à cette région septentrionale. Les habitants creusaient d'abord un premier puits suffisamment profond pour accéder aux nappes souterraines. Ensuite, ils creusaient des puits parallèles à des distances régulières. Puis, ils creusaient une galerie pour relier leur village au puits. Grâce à la seule gravité, l'eau s'écoulait du puits vers la ville. Cette technologie traditionnelle fournissait de l'eau aux cultures, au bétail et aux humains. Ce sont vraisemblablement ces puits qui ont rendu possible la création d'oasis artificielles. Le nom même de la municipalité la plus proche en est une indication. Fogaret Ezoa provient sans doute des fogaras, ces anciens puits. Te voilà donc sur une très bonne piste. Tu décides de t'y rendre pour en juger par toi-même. Tu montes dans un car, tu t'assieds et tu profites du voyage. Le nord de l'Algérie regorge de villages très anciens. Tu aperçois même des vestiges de puits pendant ton trajet, juste à la périphérie des villages. En consultant les images satellites de Google, tu te dis que ces marques sont très certainement dues au Kana, une série de trous creusés sur plusieurs kilomètres. Mais dès ton arrivée, tu te rends compte que tu te trompes. Dale Lightfoot, l'un des plus grands spécialistes des Kanas de la planète, a déclaré que ces cercles n'étaient absolument pas des fogaras. Même les images satellites le confirment. Oh oh, nous étions pourtant si proches! Apparemment, les Kanas et les fogaras n'étaient pas creusés en ligne droite. Et ils n'avaient en aucun cas la forme de cercle. Le fait qu'aucune ville ne semble reliée à ces marques est un indice de plus. Ces cercles étaient vraiment très éloignés de toute activité humaine. Et les Kanas servaient exclusivement à approvisionner les villages. C'était quand même bien tenté. Tu es sur le point d'abandonner tes recherches, mais tu décides de faire une toute dernière excursion. Les préparatifs prennent plusieurs jours. Véhicules tout-terrain, nourriture, équipement. Tout cela pour enfin percer le système des cercles du Sahara. Le premier jour, tu parcours plus de 160 km dans le désert. Cette partie du monde a toujours titillé ta curiosité. Les dunes dorées sont impressionnantes. Et le ciel nocturne est extraordinaire. Tu peux admirer toute la Voie lactée de là où tu es. Tu t'installes et tu passes toute la nuit sous la voûte étoilée. Le lendemain, la tension est palpable. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Que faire? Par chance, tu as eu le temps de noter les coordonnées des cercles sur ta carte Google. Et par surprise, tu peux tout consulter sans connexion. Tu suis les coordonnées, mais tu te perds. Tu commences à être nerveux. Tu te dis que tout a été en vain. Mais avec ton équipe, vous remontez dans la voiture et vous roulez encore quelques kilomètres au-delà des coordonnées indiquées sur ton téléphone. Au bout d'un trajet très chaotique, tu n'en crois pas tes yeux. Tu as devant toi un immense cratère dans le sable. Il est entouré de 12 trous plus petits. Du ciel, ça ressemble à une horloge, sans les aiguilles bien sûr. Mais de ta position, les marques sont à peine visibles. Tu aurais pu passer devant sans les voir. En explorant la zone, tu remarques quelque chose de similaire dans tous ces trous. Des câbles de métal, de longs câbles que tu peux tirer du sol. Comme ils sont profondément enterrés, tu commences à creuser, et quelque chose commence à apparaître. Oh oh, on dirait de la dynamite. En voilà une surprise. Mieux vaut arrêter de creuser et éviter un accident. Tu es satisfait de ce que tu as découvert, mais toujours curieux. Que fait là toute cette dynamite? D'où provient-elle? Ton aventure est sur le point de prendre un tour nouveau. En marchant vers ta voiture, tu vois quelque chose qui brille par terre. Tu t'approches de l'objet avec curiosité. Il est arrondi, tout rouillé et ressemble à une boîte de sardines. Qu'est-ce que ça fait ici? Il s'agit d'un nouvel indice sur le mystère des cercles. À tout hasard, tu le ramasses et l'emportes avec toi. De retour en ville, les différentes pièces du puzzle commencent à t'apporter des réponses. Tu montres tes photos et la boîte de sardines à des experts locaux. Ils analysent tout ce matériel et te livrent un verdict étonnant. Il s'avère que tu étais sur la bonne piste dès ta première hypothèse. Mais que s'est-il donc passé? Pourquoi était-il nécessaire de continuer à creuser? Eh bien, parce que cette hypothèse n'était qu'à moitié correcte. Les cercles du Sahara n'ont rien à voir avec la prospection sismique. À l'époque de leur formation, cette technologie n'existait même pas. Mais ils sont assurément liés à l'exploration pétrolière.
On remplissait autrefois la terre de dynamite pour trouver de l'or noir. Ce sont les entreprises de prospection des ressources souterraines qui sont à l'origine de ces cercles. Et les boîtes de sardines? Ce sont les ouvriers chargés des travaux qui les ont laissées là. Il fallait bien qu'ils mangent, n'est-ce pas? En analysant la conserve, on a constaté que toute cette histoire remonte aux années 50 et 60. Les cercles ne sont donc pas si anciens que ça. Ils sont même plutôt modernes. Eh bien voilà. J'espère que tu t'es amusé à nous suivre dans la résolution de ce mystère. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère. Et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierre qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert, regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'ils creusaient dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenaient probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées.
et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pumelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4650 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien, nommé 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient, probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés triliths, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans, mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre.
Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies, et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine.
Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucs-o-mètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudre en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an durant 10 heures par jour et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer?
Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentant des marques de bourrine, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête. Si vous franchissez cette petite porte de pierre à Hiérapolis, en Turquie, vous risquez de ne jamais en revenir vivant. Dans l'Antiquité, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de portail vers les enfers. Les Romains entraient avec des taureaux en parfaite santé, et après quelques minutes, ils voyaient ces animaux s'effondrer, comme s'ils avaient été frappés par une force mystérieuse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'arrivait rien aux hommes, qui entraient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, des études pourraient apporter une réponse à ce phénomène étrange. Tout cela serait lié à la taille des personnes. La porte, connue sous le nom de Plutonium, du nom de Pluton, la divinité du monde souterrain, est une porte de pierre qui ouvre sur une petite grotte de 3 mètres carrés. Mais le vrai danger est ce qui se passe en dessous. Hiérapolis se trouve sur une zone géologique très active. Et une grande fissure sous la ville émet constamment du dioxyde de carbone volcanique qui se présente sous la forme d'un brouillard visible. Pendant la journée, le soleil dissipe le gaz. La nuit, le gaz forme une sorte de lac sur le sol abrité de l'arène. À l'aube, vous devez sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est particulièrement dangereux juste avant le lever du soleil, lorsque la concentration de dioxyde de carbone, à environ 40 cm au-dessus du sol, atteint les 35%. Cela signifie que les oiseaux, les taureaux et même les humains peuvent suffoquer et mourir en quelques minutes. Mais il y a une explication scientifique qui permet de comprendre comment les Romains s'en sortaient indemnes. La concentration en dioxyde de carbone diminue rapidement avec l'altitude. Ainsi, les animaux périssaient tandis que leurs maîtres, plus grands et debout, pouvaient ressortir et respirer en toute sécurité. La plupart des gens ne peuvent pas rester à l'intérieur du fort de Bangar après le coucher du soleil. Ce site du XVIe siècle, situé à environ 235 km de Delhi, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Pendant la journée, la zone est animée. Les visiteurs franchissent la porte principale, autrefois grandiose, pour admirer les ruines des temples et des palais. Mais ils verront aussi ce grand panneau sur la porte, qui avertit tout le monde que l'accès est strictement interdit après la tombée de la nuit. C'est probablement parce que, la nuit, selon les habitants, on peut entendre des femmes crier et pleurer à cet endroit, ainsi que des bruits de bracelets qui s'entrechoquent et de la musique étrange. D'autres ont rapporté avoir vu des ombres et des lumières clignotantes dans les ruines, et même avoir senti un étrange parfum. Yawata no Yabushirazu est une forêt japonaise dont l'accès est extrêmement réglementé. Située à Ichikawa, elle n'est pas très vaste, s'étendant sur un peu plus de 33 mètres carrés, et elle est principalement constituée d'une épaisse parcelle de bambou mozo. Son emplacement à côté d'un parking et de bâtiments modernes la rend peu intimidante. Mais ne vous fiez pas à ses apparences. Depuis au moins le début du 19e siècle, les gens disent que quiconque entre dans cette forêt est voué à disparaître et à ne jamais revenir. Ainsi, dès votre arrivée, un panneau situé à proximité de la forêt vous informe de son histoire et de la malédiction qui y serait associée. Certaines rumeurs évoquent la présence effrayante d'un ancien seigneur samouraï qui se promènerait dans les parages. D'autres légendes affirment que la forêt cache un puits sans fond, rempli de gaz toxiques. Que ces histoires soient vraies ou non, aujourd'hui, la zone est entourée de murs de pierre et il est toujours strictement interdit d'y pénétrer. Dans une vallée portant le nom de Dark Country Forest, dans le Connecticut, vous trouverez Dudley Town, mais vous ne devez absolument pas y pénétrer. Non seulement le terrain est une propriété privée depuis les années 1920, mais il est également connu comme l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Cet endroit a été colonisé pour la première fois au début des années 1740, et bon nombre des premiers colons appartenaient à la famille Dudley. C'est pourquoi on l'appelle Dudley Town. Une rumeur locale veut que les fondateurs de la ville descendent d'Edmund Dudley, un noble anglais condamné à la peine capitale pour trahison. La légende dit que cette malédiction a suivi la famille Dudley de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique. Ce malheur serait à l'origine de mauvaises récoltes, de problèmes mentaux et de plusieurs incidents tragiques dans le village. Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, car les historiens n'ont trouvé aucune preuve réelle pour étayer ces affirmations. Néanmoins, l'obscurité et l'atmosphère sinistre du lieu ont alimenté les histoires de fantômes dans les années 80. Cela a conduit à de nombreux cas de vandalisme au cours de la décennie suivante, et à cause de cela, les propriétaires fonciers ont fermé la zone au public.
Ce vieux bâtiment abandonné était autrefois le palais luxueux de la famille du roi Farouk, qui fut l'avant-dernier roi d'Égypte en 1936. Après le décès des membres de sa famille, le palais a été transformé en morgue. Les habitants de la région affirment qu'aujourd'hui, l'endroit est vraiment effrayant et interdit d'accès. Certaines personnes ont déclaré avoir vu des ampoules vaciller et des ombres se déplacer en produisant des bruits étranges. Un jour, un groupe d'enfants serait entré à l'intérieur et aurait complètement paniqué en découvrant que toutes les portes avaient soudainement disparu, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils n'auraient eu d'autre choix que de crier à l'aide. Cette île hawaïenne est interdite d'accès depuis plus d'un siècle. Elle s'appelle Niihau et est la plus petite île habitée d'Hawaï, avec une superficie d'environ 180 km². Elle compte environ 84 habitants. L'île ne dispose pas de réseau de téléphonie mobile, de routes goudronnées ou de lignes électriques, seulement de panneaux solaires pour l'électricité. Une seule famille est propriétaire de l'île depuis 1964, lorsqu'un fermier écossais l'a achetée pour $10 000. Ce qui équivaudrait à environ $250 000 aujourd'hui. L'île est restée dans la famille, transmise aux descendants du fermier, les Robinson. Depuis, elle est restée privée et son accès est donc très restreint et se fait essentiellement sur invitation. Les tunnels d'Erdstall sont un réseau d'environ 2000 passages souterrains mystérieux que l'on trouve principalement en Europe centrale, notamment en Autriche et en Bavière. Ces tunnels sont généralement étroits et exigus, souvent juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler à la fois, et on pense qu'ils remontent au Moyen-Âge, peut-être au XIIe siècle. Ce qui intrigue le plus dans ces tunnels, c'est leur raison d'être. Malgré de nombreuses recherches, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. Une théorie veut qu'ils aient été utilisés pour le stockage, mais comme beaucoup d'entre eux se trouvent en dessous du niveau de la mer et sont parfois remplis d'eau, cela ne semble pas très pratique. Ces tunnels ont des sections très étroites, assez angoissantes, et des chutes soudaines, ce qui ne semble pas non plus pratique pour un usage ordinaire. Voies d'évacuation, cachettes, lieux de spiritualité par exemple. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, on n'y a trouvé aucun artefact, ce qui rend leur raison d'être encore plus difficile à expliquer et à comprendre. Depuis 2019, les aventuriers peuvent se faire arrêter s'ils tentent d'escalader ce rocher. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est interdit d'accès car il est désormais considéré comme un site sacré par les communautés locales. Mais le fait qu'il soit aussi extrêmement dangereux a probablement joué un rôle important dans la décision de le fermer aux visiteurs. Ce rocher mesure 348 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. L'ascension de son sommet peut être très glissante, et les températures peuvent y atteindre 47 degrés Celsius en été, ce qui a entraîné des décès dus à la déshydratation et à des coups de chaleur. Un phénomène encore plus effrayant se produit au sommet du rocher juste après les orages. Lorsqu'il pleut, de petits crustacés ressemblant à des têtards, et qu'on appelle des triopes, éclosent dans les trous d'eau temporaires et les bassins rocheux de l'Uluru. Ces créatures aux allures d'extraterrestres mesurent environ 7,6 cm de long et répandent leurs œufs super résistants un peu partout. Lorsque les pluies estivales sont au rendez-vous, ces petites bêtes éclosent puis se déchaînent, se nourrissant des micro-organismes et des bactéries présents dans l'eau. On ne sait toujours pas comment ces étranges créatures se retrouvent dans les bassins éphémères au sommet de l'Uluru, mais selon toute vraisemblance, c'est le vent qui transporte leurs œufs jusque-là. Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes, et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Natar, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis
située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2300 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie Saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Goddio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Goddio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme Eldorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol.
Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple Khazarabe, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes lidar ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes lidar venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au lidar, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tezontle. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé,
où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasses et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre.
En ce qui concerne la conception des pyramides, celles d'Égypte ressemblaient à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail.